et la bio et les biomatériaux. Ce que vous voyez, ce sont des représentations soit sous forme de bande d'essai, soit sous forme de quelques résultats des travaux qui ont été réalisés au sein de ce groupe de recherche. Voilà. Donc, les domaines de compétences principalement peuvent être résumés en 3 points: la valorisation et le recyclage des déchets plastiques et métalliques, l'approche multi-échelle sur les composites, les polymères et les matériaux nouveaux, ainsi que le développement d'outils expérimentaux dans une démarche d'auto-équipement. Le groupe numéro 2, dirigé par le professeur Rajel, voilà, donc ils ont environ 11 doctorants, et ils travaillent principalement sur la galvanisation, la corrosion, les aléas amorphes, la modélisation et les nanomatériaux et les soins. Les domaines de compétences sont résumés en 2 points: développement des techniques de mise en forme, procédures de moulage par casting, etc., et de traitement de galvanie et d'assemblage, ainsi que l'élaboration des nanomatériaux par voie solgène et mécanosynthèse. Voilà. Je passe maintenant à l'équipe numéro 3, le groupe numéro 3 de l'équipe numéro 1, dirigé par Gardèche. Voilà. Donc ici, vous voyez les chercheurs et les intervenants sont activisés. Donc pratiquement, ils travaillent sur le comportement des polymères, le comportement à longue vitesse, le recyclage d'APT copolymère à injection, et le recyclage et la valorisation. Les domaines de compétences de ce groupe sont présentés en 2 points: la tribologie appliquée à la mise en forme, optimisation du matrissage des articles en laitant, effet du outillage, et l'étude du comportement tribologique de l'acier. Deuxième point, c'est la tribologie appliquée au freinage, amélioration des performances des matériaux de friction à matrice mécanique et l'amélioration du procédé de fabrication des garnitures de la. Voilà, je passe maintenant à l'équipe numéro 2, dirigée par Simer, okay. Il a environ 30 enseignants-chercheurs permanents associés à cette équipe et environ 26 doctorants inscrits en France. Voilà, il y a 4 groupes de recherche associés à cette équipe. Le groupe de biomécanique robotique, dirigé par Simon Khadat, l'optimisation des systèmes à opération de production, c'est des choses, l'optimisation des systèmes à base d'énergie nouvelle et renouvelable, par et l'optimisation des systèmes énergétiques, dirigé par Ziad Idriss Mohamed Salhabiti. Voilà, donc parfois je cite 2 personnes. Donc le professeur, il a cédé la responsabilité du groupe à une autre personne qui soit un maître assistant pour les 2 derniers groupes. Voilà. Donc pour le groupe de biomécanique robotique, donc vous avez, comme vous voyez ici, 9 doctorants et 8 chercheurs permanents. Voilà. Donc ils travaillent principalement sur les composites, les polymères, les lubrifiants solides, les revêtements tribologiques, ainsi que bien sûr la partie robotique. On a un TESA qui a juste fini ses travaux de test sur les robots humanoïdes, sur la stabilité et l'effet des perturbations extérieures. Donc les domaines de compétences pour ce groupe, qui bien sûr est de biomécanique robotique. Donc principalement, ils travaillent sur l'amélioration des performances tribologiques des massifs de revêtement, sur le comportement tribologique de contact métal-polymère, sur la fixation des implants orthopédiques, la durabilité des composites à base de matrices thermoplastiques et de fibres naturelles, ainsi que, bien sûr, pour l'aspect robotique, sur la stabilité du robot humanoïde en présence de perturbations extérieures, modélisation et optimisation des stratégies de contrôle. Voilà. Bon, ça c'est le deuxième groupe qui demande un peu plus de structuration. Donc, il travaille principalement sur l'optimisation des systèmes et opérations de production. Donc, je passe rapidement. Bon, il travaille essentiellement sur le logistique d'intégration, Logistics Integration Product Design Using System Engineering Approach, une évaluation de l'intégration des nouvelles techniques développées sur la qualité de la solution et la recherche de nouvelles mesures de robustesse, expression de l'autonomisation dans un environnement incertain. Deuxième groupe, il travaille, troisième groupe plutôt, dans l'équipe numéro 2, c'est la modélisation et l'optimisation des systèmes à base d'énergie nouvelle et renouvelable, avec 8 chercheurs permanents et 6 doctorants. Okay. Les thématiques, ça concerne évidemment le froid solaire, les séchoirs solaires, le dessalement d'eau par l'énergie solaire, le conditionnement d'air à base d'énergie solaire, les concentrateurs,
Bien sûr, les travaux touchent la modélisation, la simulation, la conception et l'optimisation. Je vais parler un peu plus, avec plus de détails sur la deuxième partie de mon exposé, sur quelques travaux réalisés dans le cadre de ce groupe-là. Voilà, les domaines de compétences, développement d'un nouveau procédé de conditionnement d'air par l'énergie solaire, absorption et absorption, l'amélioration de la production de la technique SMCEC, donc une technique qui doit faire part du laboratoire, qui est une technique de dessalement d'eau à base d'énergie solaire. Okay. Le séchage solaire agroalimentaire et le froid solaire, bien sûr, tout ce qui concerne l'alimentation des chambres froides à partir de l'énergie solaire ou l'utilisation de l'énergie solaire pour alimenter les chambres froides. Je vais parler en détail d'une application qui touche cette thématique particulière. Voilà. Le quatrième groupe, c'est le projet d'optimisation des systèmes énergétiques. 9 chercheurs permanents. Donc, c'est dirigé par Ziad Driss en coordination avec le professeur Mohamed Salamit. Ils ont environ 10 doctorants inscrits, travaillant sur les différentes thématiques traitées par ce groupe. Voilà. Donc, ils travaillent essentiellement sur l'agitation mécanique, la tensiométrie laser, l'hydrodynamique, l'aérodynamique, l'énergie éolienne, la turbomachine, les moteurs thermiques, les bâtiments écologiques. Les domaines de compétences, donc ça peut être résumé en 5 points. Les écoulements dans les conduites d'admission autour des turbines, l'optimisation et l'amélioration des conditions de mélange et l'agitation en cube agité, les nouveaux géométries et designs pour différents types de turbines et d'éoliennes à paramètres énergétiques améliorés et considérables, conversion essence-gaz hydrogène, et l'optimisation des paramètres énergétiques et thermiques dans les bâtiments écologiques. Voilà, bon, ça c'est une idée pour valoriser le travail. Ce sont les statistiques qui concernent la période 2008-2012. Voilà. Bon, le site, pour ceux qui s'intéressent plus pour consulter les différents, avoir plus de détails, plus de clarification si vous voulez, donc ils peuvent consulter le site www.lazem.net. Okay. Et vous savez bien sûr que le LASEM contribue d'une façon périodique dans l'organisation de la conférence ICAMEM. Donc le next ICAMEM, ça sera, c'est une occasion peut-être de faire un peu plus de publicité. Le next ICAMEM, ça sera en 2015, en décembre 2015, donc vous pouvez consulter le site pour ça. Voilà. Je vais parler maintenant avec plus de détails sur les travaux réalisés dans le cadre du groupe qui s'occupe ou qui s'intéresse sur les énergies nouvelles et renouvelables. Vous savez que le problème d'énergie, c'est un problème qui représente un défi qui doit être bien sûr confronté par tout le monde pratiquement. Donc on parle de l'énergie soit sous forme électrique, sous forme carburant, etc. Donc, et maintenant, bien sûr, nous trouvons une autre forme d'énergie qui prend sa part, bien sûr, dans le monde, c'est l'énergie solaire. Ce sont les énergies nouvelles et renouvelables. Ok. Voilà, je vais. Ça, c'est juste pour vous montrer quelques statistiques qui montrent comment. Bien sûr, je dois présenter en français, n'est-ce pas? Si, hein? Ça, ok. Bon, je préfère l'anglais mais c'est pas grave. Dans tous les cas. Donc, l'énergie solaire, l'expansion de l'utilisation de l'énergie solaire, donc ça vous donne une idée entre 1995 et 2005. Comment l'évolution de l'exploitation de l'énergie solaire dans le marché. Donc, Exploring Potential Solar Thermal Market. Et vous voyez le taux de croissance de l'utilisation des énergies solaires et qui est, bien sûr, qui représente une alternative attractive pour, bien sûr, plusieurs pays, évidemment. Ok. Donc, ici, ça vous montre quelques applications de l'énergie solaire. Donc, ça, ce sont des panneaux solaires construits en Californie qui fournissent une puissance globale de 257 MW solar thermal energy. Okay. Bien sûr, les applications que vous allez voir maintenant dans les figures suivantes,
ce sont des applications qui concernent principalement le photovoltaïque. Et il faut dire, comme mécanicien, l'énergie solaire, elle est vraiment bien développée chez les électriciens, dans le domaine du génie électrique. Mais dans la mécanique, nous avons beaucoup de choses à faire, d'amélioration à faire pour exploiter l'énergie solaire dans des applications thermiques, dans des applications, parce que vous savez que le photovoltaïque, maintenant, pratiquement, il a émergé le marché de la production d'électricité d'une façon qu'il a pu concurrencer dans certains pays les méthodes conventionnelles de production d'électricité. Mais dans le domaine de la mécanique, dans la spécialité de la mécanique, donc quand on parle de la mécanique, on parle du dessalement, on parle de la thermique solaire, on parle du conditionnement d'air. Donc, les travaux qui ont été réalisés n'ont pas arrivé à, bien sûr, conquérir les territoires des autres technologies conservatives, traditionnelles qui sont utilisées dans ce domaine. Donc, il y a beaucoup de travail à faire chez les mécaniciens afin d'exploiter convenablement et correctement l'énergie solaire comme une source alternative et comme une source environnementale friendly, amie, pour, bien sûr, pour résoudre le problème de scarcité, de manque de l'énergie, et pour résoudre aussi les problèmes environnementaux qui sont causés par les méthodes classiques, les méthodes, si vous voulez, traditionnelles. Voilà. Donc ça, c'est une autre application au Japon, où tout un village est électrifié par des panneaux solaires. Chubu International Airport, c'est un aéroport au Japon aussi, qui est pratiquement alimenté en électricité provenant des panneaux solaires. Okay. Ça, c'est en Espagne, bien sûr, aussi. C'est un petit village qui est alimenté par une source photovoltaïque. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc le domaine photovoltaïque, le domaine solaire appliqué pour la production d'électricité, il est pratiquement bien développé. Il a pu prendre sa part dans le marché. Donc, pour les autres aspects de l'exploitation de l'énergie solaire, surtout les applications mécaniques, ne sont pas encore arrivées à prendre leur part dans le marché. Je vais parler principalement de quelques activités qu'on a essayé de faire au laboratoire. Surtout, donc j'ai choisi de parler des énergies nouvelles et renouvelables pour vous montrer l'aspect pratique des applications qu'on a essayé d'utiliser dans ce domaine. Donc tout d'abord, on a travaillé environ depuis 1995 sur le problème de dessalement d'eau par l'énergie solaire. Okay. Le principe, c'est de concevoir une unité de dessalement d'eau basée sur l'évaporation et la condensation simultanée, successive. Okay. Donc on a déjà breveté la conception qu'on a fait au laser. Donc c'est un Solar Multiple Condensation and Evaporation Cycle système. Il est basé principalement, je vais revenir ici, il est basé principalement par le passage de l'eau qui a une salinité assez importante, soit provenant des pluies ou même de l'eau de mer. Donc ça doit passer par des collecteurs solaires. Après chauffage, bien sûr, ça va être pulvérisé dans une chambre d'évaporation. Puis le vapeur va passer par, bien sûr, soit par convection naturelle ou convection forcée. Il va passer vers la chambre de condensation et le condensat va être collecté dans un bassin pour exploitation, soit l'irrigation. Donc on n'est pas limité uniquement à l'étude théorique, donc on a réalisé une unité prototype d'essai à l'ENIS, qui est, comme vous le voyez, donc les différentes composantes. Il y a la chambre d'évaporation, la chambre de condensation, les capteurs solaires. Et comme les résultats ont été promoting, okay, donc on a des résultats qui ont été encourageants. Donc on a passé à l'installation d'une unité pilote de production pour l'arrosage d'un champ agricole. Et ça, ce que vous voyez, voilà. Donc ça vous montre avant de passer au dernier schéma. Voilà. Donc ça, c'est pour la modélisation. Voilà. Donc ça, c'est un champ agricole où on a essayé d'installer, bien sûr, toute une unité pilote pour la production de l'eau distillée, bien sûr, qui va être évidemment mélangée avec l'eau avec un certain niveau de salinité, et comme ça, on peut l'exploiter pour de l'arrosage.
Donc, c'est une application qui est basée sur l'exploitation de l'énergie solaire pour résoudre réellement deux problèmes. C'est la scarcité de l'eau potable, qui représente un problème grave pour tout le monde et surtout pour le nord africain et en particulier pour la Tunisie, et aussi pour utiliser l'énergie solaire comme un outil de chauffage de l'eau avec un haut niveau de salinité. Voilà. Donc, on a travaillé ensuite dans le même groupe des énergies nouvelles et renouvelables. On a travaillé sur le conditionnement d'air basé sur l'énergie solaire. Donc, je ne vais pas parler beaucoup de détails sur ça. Donc, vous pouvez le consulter soit dans le site, soit dans les références. Donc, on a deux thésards qui ont pratiquement travaillé sur ce thème. C'est la climatisation solaire à base, la climatisation à base d'énergie solaire. Bon, maintenant je vais parler avec un peu plus de détails sur l'une des applications qui concerne un projet de recherche en collaboration avec des partenaires allemands. Donc, ça c'est le design et l'expérimentation d'une unité agroalimentaire. Donc, c'est une unité de. Donc, c'est un storage tank, donc c'est une unité pour refroidir un storage tank, un storage room pour la conservation des produits agroalimentaires. Voilà. Donc, là, c'est une activité menée principalement en coopération avec l'Institut Fraunhofer des systèmes d'énergie nouvelle et renouvelable à Freiburg, Allemagne. Et ça concerne essentiellement la conception et la fabrication d'une chambre froide, voilà, à énergie solaire pour des produits agroalimentaires. Donc ici, c'est les motifs qui ont poussé à chercher des... Bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas, les installations frigorifiques et les installations les chambres froides consument principalement 15% de l'énergie électrique. Donc ce qu'on va proposer ici, bien sûr, c'est l'exploitation de l'énergie solaire pour alimenter les chambres froides afin de produire le froid, ce qu'on appelle le froid solaire. Donc, on a plusieurs partenaires industriels qui ont contribué au financement du projet, entre l'INIS et l'institution allemande. Ce sont des partenaires industriels qui ont fourni le financement nécessaire pour la réalisation du projet. Donc, principalement, le projet consiste à concevoir et construire une chambre froide qui va être alimentée, bien sûr, par, disons, le froid solaire. Il va être produit à travers un capteur solaire. Donc, on peut voir le circuit peut-être dans voilà, les composantes. Puis, on va revenir au circuit pour voir avec un plus de détails sur la production du froid solaire. Donc, l'installation qui est fabriquée dans le cadre de ce projet, donc elle est constituée essentiellement d'une chambre froide, là où on va placer les produits à conserver à basse température. Bien sûr, une citerne de stockage de glace qui va prendre la charge d'assurer le refroidissement de la chambre en cas bien sûr pendant les périodes de nuit ou en cas des périodes nuageuses. Donc on peut faire recours bien sûr à des citernes de stockage de glace qui est fourni bien sûr avec l'énergie solaire pour alimenter ces chambres. Voilà ici le tableau de commande et de contrôle qui permet de contrôler les différents modules de la chambre froide. Voilà. Vous avez aussi l'un des modules principaux, il y a le refroidisseur. Donc c'est un refroidisseur qui permet bien sûr l'échange entre l'eau à haute température provenant des capteurs solaires et un mixture, un mélange ammoniac-eau qui va permettre bien sûr l'évaporation le principe de fonctionnement est le suivant pour ceux qui ne connaissent pas peut-être le domaine de réfrigération. Donc l'eau va être chauffée bien sûr jusqu'aux 200 degrés à haute pression évidemment, à l'aide d'un concentrateur qui est à gauche. Donc en passant maintenant par un échangeur, donc il va assurer la séparation d'un mélange eau-ammoniac à environ 170 degrés, puis le mixage entre l'ammoniac vapeur et l'eau de nouveau. Donc ça va produire une réaction endothermique qui va refroidir l'eau, bien sûr, à travers un autre échangeur. Et comme ça, peut-être ça demande
des connaissances énergétiques pour ceux qui ne sont pas spécialistes dans le domaine. Donc ça, c'est juste une idée rapide sur le principe de fonctionnement. Voilà. Donc, l'ensemble de la chambre froide construite dans le cadre du projet. Donc, principalement, elle est constituée d'un Fresnel collector. Donc ça, c'est le collecteur qui va permettre d'atteindre la température désirée de l'eau chaude, à haute pression, bien sûr. Vous avez l'absorption chiller and hydraulics, donc ce qui va permettre aussi, à travers les échangeurs, la séparation ammoniaco. Puis, vous avez les différentes composantes, le cold storage room, le ice storage and the controls. Voilà. Le Fresnel collector, c'est un concentrateur qui assure le chauffage de la température de l'eau circulant bien sûr jusqu'au 200 degrés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, vous avez des absorption chiller. C'est l'échange ammoniaco avec l'eau à haute température. Ça, c'est un cold storage room, donc c'est la chambre froide. Bon, ça, c'est à l'intérieur. The ice storage, donc voilà. Puis vous avez le control room inside. Okay. Donc ça, c'est le circuit principal, pratiquement comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc à travers le collecteur solaire, donc il y a un échangeur au début, okay, qui va permettre la séparation ammoniaco. Puis il y a deux modes de fonctionnement, comme vous allez voir ici. Donc ça, c'est une idée sur les différentes installations en main. Donc les collecteurs, ils ont une surface d'environ 88 mètres carrés. Voilà, donc les différentes caractéristiques techniques de l'installation. Voilà. Donc il y a le preheating mode. Okay. Donc au début, il faut arriver à une température de 200 degrés pour l'eau, comme je l'ai dit, à environ 15 bars. Okay. Puis, donc il y a l'échange au niveau du premier échangeur. Et il y a le chargement, bien sûr, du ice storage. Donc on peut soit alimenter uniquement la chambre froide, et si on arrive, bien sûr, à atteindre les températures désirées au niveau de la chambre froide, donc on peut passer à conserver l'énergie au niveau du ice storage tank. Voilà. Donc, dans le cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cas où il n'y a pas suffisamment de rayonnement solaire, donc on peut faire recours au ice storage tank pour alimenter la chambre froide, pour assurer le froid nécessaire pour la conservation des produits. Voilà. Donc, pratiquement, ça, c'est l'une des applications que, je pense, montre l'importance des énergies nouvelles et renouvelables. Comme mécanicien, bien sûr, soit dans le domaine thermique, soit dans le domaine d'autres domaines. Et j'encourage vraiment les chercheurs pour travailler dans le domaine de l'énergie solaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans le domaine de l'électricité, pratiquement, on a épuisé toutes les... on a une grande partie, disons, du potentiel de l'énergie solaire, mais dans la mécanique, il nous reste beaucoup de choses à faire. Et l'une des motifs que j'ai choisi pour parler de l'énergie solaire, c'est pour peut-être motiver les gens pour s'intéresser dans ce genre d'application. Merci beaucoup. Donc, on cherche les capteurs, les concentrateurs. Bon, le principe de fonctionnement du خليني نرجع للشمال اللي وريته الساعة شوية. Je passe directement aux slides. C'est le suivant. Donc, la température, comme généralement, qu'on a pu atteindre avec circulation naturelle de l'eau dans les conduites du capteur blanc. Okay.
l'ordre de la température, c'est environ 85 degrés, maximum. 85, peut-être. Donc, le principe de fonctionnement, c'est que l'eau à haute température va être pulvérisée. Donc, il y a le principe de pulvérisation. Donc, il y a un bac au niveau de la chambre d'évaporation. Donc, ce n'est pas l'eau évaporée à 100 degrés de température, qui est la température d'évaporation normale de l'eau. Mais il est pulvérisé, donc l'air, il va bien sûr capter de l'humidité et il va circuler vers la chambre de condensation. Okay. Donc ce n'est pas une évaporation de l'eau à 100 degrés, non. Donc c'est une humidification de l'air, disons, qui va circuler naturellement vers la chambre de condensation. On l'appelle quand même une évaporation, une chambre d'évaporation. Ok. Si l'engrais indique dans la chambre d'éjection d'eau, donc on va évaporer davantage. D'autre part, donc, sur le coût d'eau, donc la production, alors quelle est la production de votre système, combien de litres d'eau par jour dans ce liquide, puis le coût, parce que si c'est très cher, donc c'est pas rentable. L'un des problèmes de la méthode présentée, il y a une méthode de dessalement d'eau à l'air industriel, comparablement aux méthodes traditionnelles, les méthodes des membranes, méthodes d'osmosynthèse. Okay. Donc, l'efficacité, le rendement reste toujours assez faible. Et pour cette raison, la technologie peut-être, ou la conception doit peut-être améliorer un peu plus pour que ça soit concurrent aux autres méthodes traditionnelles. Donc le problème reste toujours, pour les systèmes à base d'énergie nouvelle et renouvelable, il y a le faible rendement. Donc ça, c'est parmi les problèmes qui limitent le développement de cette technologie, qui doivent être bien sûr exploitées davantage par les chercheurs afin de surmonter les difficultés. Merci. Donc, je voulais juste poser une question sur le choix de couple binaire eau-ammoniac. On sait bien que l'ammoniac, lorsqu'il va s'évaporer, il devient cancérogène en cas de fuite. On a dans des chambres froides la présence donc, des aliments. Donc, normalement, on peut utiliser d'autres couples binaires pour ceci. Par exemple, le bromure de lithium avec de l'eau. Bon, l'ammoniac, comme vous l'avez dit ici, donc ça circule dans un circuit fermé, bien sûr. Et en plus, vous avez un échangeur. Donc, il n'est pas nécessairement implanté dans la chambre froide elle-même. Donc, il est. C'est un système d'absorption. Oui, mais il n'est pas implanté dans la chambre elle-même. Donc, et comme vous l'avez vu, ça circule dans un circuit fermé. Donc, la probabilité de fuite, il n'est pas assez probable. Système de dessalement d'eau, vous avez utilisé des capteurs plans. Vous avez utilisé des capteurs plans. Et puis on sait que ces capteurs plans permettent d'atteindre des températures inférieures à 100 degrés. Alors comment vous avez fait pour évaporer l'eau? L'eau s'évapore à une température supérieure. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme pourquoi vous n'avez pas utilisé un capteur de la concentration? Vous savez que